Chers téléspectateurs de Télélumière, bienvenue à cette nouvelle émission. C'est un plaisir que pour nous rencontrer sur Télélumière pour nous parler de situation pays nous, pour nous parler de différents sujets. Mais ça qui intéressait moi semaine ça, c'est du fait que qu'on pose que les vaudous c'est la vie. Comme on voit bon moins que moins tape l'île et puis plusieurs monde dit oh qui a fait vaudou c'est la vie là qui ont fait appeler pour ça yo. C'est comme si moi je senti choqué d'est-ce que moi j'ai contact avec un monde qui gon émission bien post ou du moins une page qui est les vaudou c'est la vie ben pour qui ça nous peut vaudou. Vaudou a fait partie culture nous pas pratiquer vaudou même pas un problème pour me communiquer avec plusieurs monde et que c'est vaudouisant que c'est protestant que c'est catholique moi un esprit ouvert. Parlons un peu du vaudou. En plus des zombies et de la zombification, ajoutons aussi que bon nombre de croyances fantasques tirent leur origine véritable de l'Europe. Les contes de loup-garou ou de vampires, les possessions dites sataniques, le culte du diable, les messes noires, etc., font plutôt partie du fatras superstitieux européen qui fut importé par les colons. Bien des pratiques que l'on prête aux Haïtiens n'ont en effet leur origine en Haïti même. Il suffit de lire l'histoire de France pour savoir que la figurine ou poupée en cire ou en bois que l'on transperce d'une aiguille avec l'intention de tuer le roi ou toute autre personne était en usage même avant la découverte d'Haïti. Au fait, c'est le signore Quasimo Ruggieri de Florence, un protégé de Catherine de Médicis, qui rendit cette pratique populaire à la cour de France, bien qu'elle fût déjà chose courante en Europe depuis le XIIIe siècle. À force de parler d'Afrique, on oublie la France, dont la contribution à la magie et à la sorcellerie haïtienne est loin d'être négligeable. Un très grand nombre de croyances et de pratiques soi-disant africaines ont une origine normande. À la question habituelle, magie ou religion, nous répondons sans embâche que le vaudou est une religion. À l'origine du vaudou haïtien, on retrouve certaines composantes fondamentales des religions africaines qui, loin des rives du continent noir, ont fusionné avec les croyances chrétiennes, plus précisément catholiques. Le corollaire de cette fusion est le syncrétisme. Le vaudou haïtien est une religion monothéiste qui possède au sommet de son panthéon un Dieu suprême et unique, le même Dieu que les chrétiens,
le bon Dieu ou grand maître, anges, esprits, lois, etc., et leur représentation iconographique ou vervet. Il a ses rites, sa liturgie, ses prêtres ou ougans, ses prêtresses ou mambo, ses initiés, ses temples ou fort, ses cérémonies, ses dates festives, etc. Tous les symboles auxquels on pourrait s'attendre d'une religion. Référence, je vous conseille de lire Le Vaudou au 3e millénaire. Donc, mes amis, on ne peut pas obliger vaudouisant pour respecter l'autre monde qui est vaudouisant. On ne peut pas supposer, parce que c'est témoin Jéhovah, ou pas capable d'un monde qui dit c'est mambo ou bien ougan. Nous sommes tous des humains. Nous avons peut-être des fois différentes, mais pas oublier humaniste nous, pas oublier nous supposer un esprit ouvert, nous supposer citoyens du monde, nous pas supposer et quitter préjugés, fait nous bien de dégoût pour prochain nous. Si nous avons prié pour lui, peut-être qu'elle a changé. Donc, c'est ça. Moi, je voulais répondre à mon qui te dit, moi, pas supposé, et une page, sous page, moi, et m'a partagé, et mon cap voyé, bagay bon, moi, alors, ça qui écrit sous page, mon c'est vaudou, c'est la vie. Donc, je suis ouvert. Je parle à tout le monde. Je suis un citoyen du monde. Merci. Monsieur le professeur, pouvez-vous faire le résumé de la situation sociopolitique du pays? Bon, voilà, bon, vous me posez là une question de colle, comme on dit aux examens des étudiants. Écoutez, moi je dirais qu'il y a à l'heure actuelle une accélération de l'histoire en Haïti, une accélération de l'actualité politique. Les choses deviennent plus denses, les choses deviennent plus lourdes. Quand on va en Haïti, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse sur les esprits des gens, sur les cerveaux, une chape de plomb. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Haïti est malsain d'abord, il faut le dire avec force, est malsain. Et deuxièmement, ce qui se passe en Haïti va à un rythme tellement accéléré qu'on ne sait pas où ça peut brusquement nous mettre comme pays, comme peuple, comme État et comme nation. D'abord, les choses sont malsaines en Haïti. Tout se fait en dehors des normes. Le gouvernement actuel ne fait les choses que, un, s'il trouve un intérêt politique, deux, s'il trouve un intérêt financier, car ce sont des grangeurs, c'est eux-mêmes qui ont dit, c'est pas nous qui nous les citer, ou troisièmement, s'ils sont obligés de le faire pour ne pas perdre de pouvoir ou sous pression internationale. Autrement dit, il n'y a pas un souci du bien public, du bien commun, qui amène à prendre tel risque, à oser telle politique, à avoir de l'audace de réalisation. Non, on agit que si, un, il y a un profit politique à tirer, deux, un intérêt matériel à satisfaire, s'enrichir. Trois, on est contraint, soit par la situation intérieure, soit surtout par la pression de la communauté internationale. Autrement dit, avec un tel régime, on ne s'occupe pas de manière sérieuse des problèmes sérieux pour trouver des solutions sérieuses. Regardez les réalisations dites du gouvernement. Allez voir la route de Titanien, qui devait être inaugurée il y a 2 ans. C'est une route déjà en lambeaux. Déjà en lambeaux. Eh oui, allez voir le sud, la route du sud. Elle devait être terminée depuis longtemps, l'argent a été décaissé. La moitié n'est pas faite, et la moitié qui est faite imparfaitement. La route pour Prescaille. Allez voir la route qui mène au plateau central. De la route nationale numéro 1 vers le plateau central. Elle aurait dû déjà être terminée. L'argent est dépensé, la route est loin d'être achevée. Écoutez, ce n'est pas par hasard. Si un cas se produit, on peut dire, ah, c'est une erreur, c'est une faute, un tel est responsable, c'est telle compagnie, tel ingénieur. Mais c'est tous les projets de route stratégiques, transversales, ce qui est très important. Quand c'est route, on en a besoin.
Mais ces routes sont dans un état lamentable, ne sont pas achevées, l'argent a été dépensé. Où est passé l'argent? C'est pas sérieux. Tous les comportements des gens au pouvoir montrent que nous sommes entrés dans une période où l'immoralité publique est la norme. Et ceci est malsain. Le piège. Il n'y a plus de parole d'honneur. On est intelligent quand on trompe quelqu'un. Vous comprenez? Voilà des nouvelles normes du pays. On est intelligent quand on trompe quelqu'un. On est supérieur en intelligence à quelqu'un quand on a réussi à le tromper. Voilà les critères de comportement. Et on a besoin de quelque chose, on le prend. On le prend. On ne travaille pas pour. Le travail productif, là, ici, sans oublier cela. On prend ce dont on a besoin à quelqu'un qui l'a. On ne sait pas de quelles conditions il l'a obtenu. Quel sacrifice il a fait pour l'avoir? Il a travaillé pour l'avoir. Sa voiture, un beau jour, pop, sortait, le propriétaire chauffeur s'en va, et puis on s'en va. Avec. Ou bien on conduit ouvertement à Port-au-Prince, avec, ou bien on envoie dans la République dominicaine. Vous comprenez? Il s'est produit quelque chose dans ce pays. Une déliquescence morale qui atteint toutes les couches de la population, de la tête aux pieds. Même le peuple, le petit peuple, affamé, est obligé de se débrouiller. Et alors chacun vous dit en Haïti aujourd'hui, ah, ma fait un petit business. Qu'est-ce que c'est que faire un petit business en Haïti aujourd'hui? Chacun fait un petit business. C'est-à-dire qu'il faut trouver un petit argent à se mettre quelque part. On le fait de n'importe quelle façon, n'importe comment, etc. Donc il n'y a plus de règles morales, il n'y a plus de normes à respecter, il n'y a plus de travail productif, il s'agit simplement d'avoir. C'est grave. Le pays est malsain. Dans tous les comportements, le climat est malsain. On le sent. Je dis un mot très fort, c'est malpropre. Ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est pas seulement physiquement malpropre, où dans les rues on voit les excréments, n'est-ce pas, portés par les eaux des rigoles, ou bien n'importe qui. Écoutez, les Haïtiens sont arrivés à un point, je m'excuse de dire ça, mais il faut dire la vérité, parce qu'il faut qu'on prenne conscience que c'est inacceptable ce que je fais à l'heure actuelle. Je ne dis pas n'importe quel Haïtien, mais n'importe où à Port-au-Prince, on peut voir le spectacle de quelqu'un qui s'arrête et qui fait pipi sur l'aile d'une voiture, l'aile avant, l'aile arrière d'une voiture. En pleine ville, face à la banque centrale du pays. Je le vois constamment. Ou bien quelqu'un qui s'arrête, qui se met à côté et qui fait le plus grand besoin. Il n'y a pas de lâche publique, il n'y a pas de Vespasienne, il n'y a pas de gens par un bar ou autre. Quand vous êtes à l'étranger, vous entrez dans un bar, vous allez à la toilette. Mais ça n'existe pas. Et les gens ont des besoins, et ils sont 2 millions presque, en tout cas certainement plus de 2,5 millions dans l'agglomération port-au-prinçienne. C'est des gens qui ont des besoins. Il n'y a pas de service. Les services n'ont pas cru. La population est passée de 250 000 à 1,5 million. Mais les services ne sont pas étendus pour donner ce qu'il faut à ces populations pour vivre et répondre à leurs besoins. Donc c'est évident qu'on fait n'importe quoi. Le pays n'est pas seulement physiquement malpropre, le pays est aussi moralement malpropre. Voilà où nous en sommes. Mais c'est le premier aspect de la tragédie. Le deuxième aspect de la tragédie haïtienne, c'est que les choses brusquement se mettent à un rythme accéléré. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu, le renvoi de Banuel. Immédiatement après l'assassinat de l'ami. Immédiatement après l'affaire de la cathédrale, au funérailles de l'ami. Après, vous avez eu l'affaire du parc Vincent. Vous aviez eu le massacre de Carrefour le 28 mai, vous avez eu le massacre de Carrefour dans la nouvelle série. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on se dit, mais où allons-nous? On a le vertige de la peur et de la panique. Et le pays est arrivé à un point. J'ai dit, les gens ont été étonnés que j'ai dit cela, mais j'ai pesé mes mots. Je dis de mémoire d'homme et de mémoire d'historien, on n'a jamais vu une situation de cette qualité-là. Et j'insiste, de cette qualité-là. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu pire avant l'occupation américaine. Le pays était en anarchie totale. C'est ce qui explique qu'on a assassiné un chef d'État réfugié dans une ambassade. On l'a coupé en morceaux. On a traîné des morceaux dans les rues. C'est évident que c'était le fond de la rigole politique. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des situations qui aient été à un certain moment pire, momentanément pire, des événements. Je dis que c'est la première fois qu'on a cette qualité-là qui dure, comme je viens de dire, la catastrophe qui végète, et devient la norme de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et c'est ça qui est grave. L'Haïtien s'enlise dans une situation catastrophique. Il le sait. Il proteste, il est mécontent. La déception est énorme.
Combien de Lavalassiens de 1990 qui aujourd'hui sont insatisfaits, déçus, mécontents et critiques, car ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. En 90, ils ont confié leurs espoirs, ils ont investi leurs aspirations dans un homme et dans une formule. Et en 99, le pays est dans une situation pire. Le peuple avait été manipulé par Duvalier au nom de la réparation sociale. Le peuple vient d'être mystifié par Aristide au nom de la justice sociale. Voilà ce qui est arrivé au pays. Vous me dites un résumé, je crois que c'est ça, un résumé de ce qui est arrivé au pays. Il y a eu manipulation des masses populaires en leur nom pour une réparation sociale. On a investi ça en Duvalier. Duvalier a manipulé les masses. On sait comment les faire une manifestation, on faisait venir les gens à Port-au-Prince. Duvalier est responsable, Duvalier est responsable en partie de l'accumulation des bidonvilles dans la région port-au-prinциenne, avec des gens venus de l'intérieur. Duvalier a manipulé les masses de manière remarquable, de manière géniale, mais de manière mauvaise pour le pays. Le résultat était la catastrophe. On a dû faire partir le régime. C'était un mécontentement général. Et l'allégresse quand ils sont partis. Mais Aristide est venu, qui était l'opposé de Duvalier. En principe. Le contraire, après le poison, l'antidote. Eh bien, l'antidote s'est révélé un poison pire. Eh oui, puisque qu'est-ce qu'on a? On a, par rapport à tout ce contre quoi on protestait, on a les mêmes méthodes, on a les mêmes pratiques, sous d'autres noms. La corruption, on promettait la propreté et la transparence. La corruption est pire que sous Duvalier. Et un homme de Lavalas, le curé de Sainte-Hélène, qui est un radical aristidien, a dit qu'en quelques années, les hommes de Lavalas, c'est-à-dire les hommes d'Aristide, ont plus volé que les hommes de Duvalier en 29 ans. Ce n'est pas l'opposition qui l'a dit, nous avons entendu. Donc vous comprenez, là il y a une déception immense. C'était un prêtre qui allait venir établir le régime de la paix, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. On voit le crime triompher, des assassinats odieux, des pièges sanglants donnés aux gens. Mais écoutez, c'est pas ce à quoi on s'attendait. La vie chère. On se disait, bon, maintenant on va avoir un régime qui travaille pour le peuple. Le peuple va pouvoir enfin manger, se loger, etc. Mais la vie est plus chère qu'avant. Les gens sont aux abois. Les gens cherchent le pain quotidien. C'est ça qu'ils ne voulaient évidemment pas. On parlait de dignité, de résistance à l'impérialisme. Charlemagne péraltement. Et puis écoutez, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une invasion militaire étrangère sollicitée par l'invitation d'Aristide. On a eu l'étranger maître chez nous, décidant dans tous les domaines. Le contraire. Autrement dit, c'est le contraire de ce qu'il avait promis. Donc on a un nouvel échec. Échec de l'expérience duvalérienne, échec de l'expérience lavalassienne. C'est clair. Alors, il y a des gens qui étaient à Lavalas en 90, quelle situation ils se trouvent? Il y en a qui sont honnêtes et qui disent, ah non, c'est pas ce que nous voulions. Moi, je dis qu'ils sont sincères, car ils voulaient le bien du pays. Ils croyaient que c'était là le bien du pays. Ils constatent que non. Ils disent non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait. C'est pas possible, c'est pas ce que nous voulions. Ça, c'est des gens honnêtes. Moi, je dis que c'est avec ces gens-là qu'on va reconstruire le pays. Avec les gens qui étaient de la Valassienne en 90 et qu'aujourd'hui ne le sont plus parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. C'est donc des hommes qui étaient sincères. C'est-à-dire que d'autres voulaient simplement prendre le pouvoir, avoir les avantages. Ils les ont, tant pis pour le peuple et des promesses. Ah, ceux-là sont dangereux. Ah oui, ceux-là sont dangereux pour le pays. Et bien, une dernière catégorie de gens qui sont sincères, ils sont honnêtes. Ils étaient dans 90, ils ont quelques difficultés à changer. Ils n'osent pas changer. Ils ont honte d'admettre qu'ils se sont trompés en 90. Alors ils continuent à défendre l'indéfendable. Alors moi je crois qu'il faut faire un effort auprès d'eux pour qu'ils acceptent simplement que c'est dans une erreur. Tout le monde commet des erreurs. C'est dans une erreur qu'il faut corriger et qu'il faut trouver maintenant la solution correcte, la voie correcte de reconstruction du pays. C'est la raison pour laquelle nous croyons que cela aussi, il faut les travailler, il faut les persuader politiquement, de manière à ce qu'ils nous rejoignent, eux aussi, sans problème, le camp de ceux qui vont reconstruire le pays. Car nous ne jetons aucune exclusive contre des gens. Ils avaient dit, Macoute Paladin, seulement Macoute Paladin, ça signifiait tous les duvaléristes. Ce n'est pas les sbires, ça c'est les criminels. Tous les gens qui ont été duvaléristes, écoutez, vous allez mettre de côté la majorité de la population à un certain moment. Car à un certain moment, la majorité de la population était derrière Duvalier. Je ne dis pas qu'au départ, lors des élections, cette majorité était là. Je ne dis pas qu'à la fin, non, mais je dis qu'à un certain moment, la majorité du pays acceptait Duvalier. Les opposants étaient minoritaires ou
malheureusement enterrés, parce que tués, ou en prison, il y en avait beaucoup, ou en exil, on avait une quantité extraordinaire. Donc le pays, à un certain moment, acceptait Duvalier. Alors si vous dites les duvalieristes, vous allez exclure une bonne partie du pays, c'est pas possible. Vous comprenez? Il est grand temps que les Haïtiens fassent le départ. Quelqu'un vote Duvalier en 57, c'est son droit. Il peut placer son espérance dans Duvalier. Seulement quand le régime montre qu'il est mauvais, c'est s'il continue à l'être qu'il y a un problème. Donc c'est pas un ancien duvalieriste qu'il faut écarter. Au contraire, il faut les rappeler à nous. De même pour nos anciens, je viens de le dire, il faut les rappeler à nous parce qu'ils reconnaissent que ce qu'ils voulaient, c'est parce qu'ils ont obtenu. Il faut maintenant, et c'est le thème fondamental, il faut maintenant une unité, une large unité pour sauver le pays. Nous préconisons cette unité. Nous disons que cette unité a 4 dimensions. D'abord, l'unité du pays, l'unité du peuple. Deuxièmement, l'unité entre les leaders politiques. C'est difficile, nous venons de le voir par des exemples cités. Une unité de plateforme politique démocratique, derrière quoi tout le monde se range. Et enfin, une unité de stratégie, qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour sauver le pays. Voilà ce que dit le ADNP. Le ADNP ne préconise pas l'unité pour barrer la route au retour d'Aristide. Ça, c'est une unité contre une personne. Non, pas du tout. Nous préconisons l'unité, premièrement, pour faire face, pour s'opposer à toute menace de dictature, d'où qu'elle vienne, de droite ou de gauche. Toute dictature, de quelque signe que ce soit, nous sommes décidés à combattre cette dictature. Il se trouve aujourd'hui que le camp qui se trouve dans la situation de menacer la démocratie se trouve être le camp de la Valence, le camp de la famille. Mais ce n'est pas parce que c'est Aristide ou la famille, c'est parce que simplement, malheureusement, par leur comportement depuis longtemps, par leur comportement plus clair depuis le 28 mai, par les affirmations, par les manifestations, par l'action des organisations populaires, par les positions d'intransigeance, par les sécurités créées, voulues et délibérées, nous constatons que malheureusement, ils sont identifiés comme les gens qui constituent à l'heure actuelle la menace à la paix, à la sécurité et au développement du pays. À ce moment-là, c'est clair que nous disions non à cela. C'est à eux que nous disons non, parce que c'est eux qui sont dans la situation. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant pour le RDNP. Nous disons que même s'il n'y avait pas cette menace contre la démocratie, car ici, le Canavalas représente aux yeux de tous les démocrates en Haïti, y compris de ceux qui étaient la Valassien en 90, Caplume et autres, Éco, etc., qui ont fait Aristide. Même s'il n'y avait pas cette menace, il y a nécessité que les Haïtiens s'unissent quand il y a un pays à sauver. Et ça, c'est la raison fondamentale. Et c'est pourquoi j'aime dire, depuis quelque temps, les gens sourient quand je le dis, mais reconnaissent que c'est vrai, nous sommes en 1803. Je le redis ici à New York, mais je l'ai dit largement en Haïti, largement à Montréal, un peu partout. Nous sommes en 1803. Je veux dire par là, en tant qu'historien, 1803 vient, logiquement, après 1800 et 1802. En 1800. Je m'excuse de le redire, mais c'est important. Il faut que les Haïtiens comprennent. Il y a des clous qu'il faut qu'on enfonce. En 1800, Toussaint est en guerre civile, en guerre contre Rigaud. Où est Dessalines? Dans le camp de Toussaint. Où est Pétion? Dans le camp de Rigaud. Ils se battent de manière acharnée, ils se battent à mort. Toussaint est victorieux. Les Rigaudins s'en vont en France et reviennent avec l'armée de Leclerc. 1802, qu'est-ce qui se passe? Pétion, dans le camp des forces françaises, bombarde la crête à Pierrot que Dessalines défend. Deux adversaires qui se battent. 1802, en 1803, qu'est-ce qui se passe? L'Arcaïe. Dessalines et Pétion s'entendent et nous donnent l'indépendance quelques mois après. L'union, après 2 moments très forts, très exaspérés, exacerbés, de lutte violente, sanglante, mortelle. 1803, l'union, parce qu'il fallait l'indépendance pour sauver tout le monde, menacé par les Français. Mais c'est ce que je dis, nous sommes en 1803. Quelles que soient les luttes d'avant, quels que soient les antagonismes, etc., nécessité de l'union pour sauver ce pays. Et le RDNP représente cette chance-là de sauver le pays. Le RDNP s'appelle le rassemblement. R, c'est rassemblement. Nous sommes pour l'unité fondamentale du pays face à la situation actuelle pour sortir le pays de la crise. Monsieur le professeur, nous n'avons pas assez de temps, nous avons seulement 1 minute. Pouvez-vous me dire un peu de mots? Nous sommes arrivés au seuil du nouveau millénaire. Exact. Un peu de mots. Quelle est votre vision pour Haïti? Eh bien, nous l'avons, c'est dans le slogan électoral du parti à l'heure actuelle. Il est très court, donc ça comblera votre minute sans excéder votre délai de temps. Un pays nouveau,
dans un siècle nouveau, au début d'un nouveau millénaire. Changer la vie pour un pays nouveau, dans un siècle nouveau, au début d'un nouveau millénaire, en un grand sursaut national, ensemble, 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 jusqu'à la victoire finale. Merci d'être venu, professeur. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Bonsoir et bon week-end. Haïti, la réalité, Baldwin et Marx, c'est la règle de 3 de Raoul Peck. Né en Haïti à Port-au-Prince en 1953, il grandit sous la dictature de François Duvalier. Son père, ingénieur agronome, subit de nombreuses arrestations. J'ai des souvenirs très vifs dont la hantise du barrage policier. Dans beaucoup de mes films, il y a des barrages policiers ou militaires, dit Raoul Peck. Son père quitte Haïti, la famille le rejoint au Congo. Raoul Peck a 8 ans. 2 ans plus tard, nouvel exil vers New York et à l'âge de 12 ans, il est envoyé chez les Jésuites en France à l'école Sainte-Croix Sainte-Verte d'Orléans. Ces cultures différentes m'ont apporté une capacité de distanciation. Après une école de cinéma à Berlin, Raoul Peck sort son premier film intitulé Haitian Corner. Mes films partent toujours d'une réalité, dit-il. En 1990, il réalise le documentaire Lumumba, la mort du prophète. Patrice Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné en 1961. C'est une réflexion sur un homme, Patrice Lumumba, mais aussi sur beaucoup d'autres thèmes comme la mort, la démocratie, la mémoire. À l'expression réalisateur engagé, il préfère celle de réalisateur responsable. Avec le film de fiction L'homme sur les quais en 1993, il met en scène 3 petites haïtiennes qui tentent de fuir la répression pendant la montée de la dictature de Duvalier. C'est dans les petites lâchetés de tous les jours de chacun d'entre nous que petit à petit, un arbitraire comme celui-là s'installe et reste et s'incruste dans les têtes. Il se reconnaît 2 maîtres, Baldwin et Marx. Marx car selon lui, il décortique l'absurdité selon laquelle tout se soumet à la recherche du profit. En 2001, pour Arte, Raoul Peck réalise d'ailleurs Le profit et rien d'autre. Vers l'âge de 18 ans, le livre de James Baldwin, The Fire Next Time, a changé la vie de Raoul Peck. En 2016, avec I'm Not Your Negro, il adapte un manuscrit inachevé de l'écrivain, consacré à Malcolm X, Martin Luther King et Medgar Evers. Ce n'est pas un film sur les Noirs américains, c'est un film sur l'état du monde occidental d'aujourd'hui, dit alors Raoul Peck. Aujourd'hui, à l'occasion de la diffusion de sa nouvelle série Exterminer toutes ces brutes, il ajoute « Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas tant les catégories raciales que l'analyse des rapports de classe et de domination, la façon dont les pouvoirs se sont mis en place dans l'histoire du monde. » Bon, c'est vous. C'est vous, et d'ailleurs, dans la série, vous dites à plusieurs reprises, Raoul Peck, qui suis-je ? Oui. C'est un terme qui revient, c'est une interrogation qui revient. Parce que vous vous incluez dans cette série. C'est une manière de dire qu'on apprend tout le temps, on apprend toujours. Moi, ma quête, c'est de comprendre le monde dans lequel je vis et d'essayer de raccorder les morceaux, puisque on ne nous a pas enseigné toute l'histoire. Et de déconstruire certains silences. D'abord de déconstruire. Certains silences. De déconstruire et puis de dénicher les silences. C'est pour ça que je m'appuie pour ce film sur l'œuvre de Michel Rolf-Trouillot qui a justement analysé l'histoire, comment se forme l'histoire, comment on décide de privilégier tel aspect de cette histoire. D'ailleurs, qui écrit l'histoire ? C'est les vainqueurs. Les vainqueurs. Et surtout ce qu'on met sous silence, on passe sous silence. Exemple de ce qu'on passe sous silence. Après, je vous poserai une question sur le titre. La révolution haïtienne, le siècle des Lumières accouche de 2 révolutions dont tout le monde, dont tant d'historiens, à propos desquels tant d'historiens ont écrit, révolution française et américaine. On parle peu de la révolution haïtienne qui a pourtant débouché sur la Première République en 1804. Alors que ce sont les 3 grandes révolutions de ce siècle. Et la révolution haïtienne, en particulier, va stopper l'esclavage. Des esclaves se révoltent et créent une république. Et cette république, Napoléon va venir se casser les dents en pensant qu'on va rétablir l'esclavage et continuer vers l'Amérique pour prendre possession des territoires américains qui sont 1/3 de ce vaste territoire. Et là, il est acculé, son armée subit l'une des plus grandes de ses défaites et il est obligé de vendre ce tiers de l'Amérique à Jefferson et ça va changer l'histoire du monde. Puisque c'est grâce à ce tiers-là que l'Amérique, à cette époque, n'est que l'Est de la bande d'Est du territoire. Donc, ils vont pouvoir ravager le reste du continent. Et donc, ça change l'histoire de l'Amérique et ça change l'histoire de l'Europe. Juste avant la question de Benjamin, une question ravager, exterminer toutes ces brutes. D'où vient le titre ?
Le titre vient de Conrad, du livre de Joseph Conrad, Heart of Darkness, Au cœur des ténèbres, que Sven Lindqvist reprend dans son livre, puisque en effet, ce titre dit tout. Et moi, j'ai voulu garder ce titre également, parce qu'en cette phrase, il y a tout ce que Sven appelle l'idée presque matrice de l'Europe conquérante. C'est-à-dire, on va vers tout ce qui est hors de chez nous, qui sont les sauvages, entre guillemets, et on prend possession, et on élimine ce qu'il y avait, et on peuple avec nos propres forces. Benjamin. Alors vous assumez le mélange des genres dans ce documentaire, c'est-à-dire le recours à la fiction, aux images d'archives, à des documents personnels, autobiographiques. Est-ce que du coup, vous revendiquez aussi le fait qu'il y ait une part de subjectivité, d'opinion dans ce documentaire? Alors je peux le faire parce que je m'appuie toujours sur une documentation lourde, en l'occurrence ces 3 livres, qui sont quand même des livres de chercheurs qui ont mis toute leur vie dans leur travail. Donc, une fois que j'ai ce triangle de Sven Lindqvist, de Roxane Damba-Ortiz et de Michel Rolf-Trouillot, je peux me permettre d'être plus subjectif. Je peux, après tout, je fais un film. Mais vous dites que ce n'est pas un travail d'historien, c'est mon travail. Oui, ça va ensemble. D'ailleurs, j'ai voulu qu'il signe le film avec moi. Et ça se fait très rarement dans notre monde du cinéma. Mais en même temps, mon engagement a toujours été à l'intérieur du cinéma. Je dois livrer un film. Je dois garder l'attention de mes spectateurs. Pendant 4 heures. Je ne fais pas une thèse de doctorat. Donc, c'est cette liberté-là qui me permet de faire des connexions plus rapides. Et si on veut aller plus loin, qu'on aille lire les livres. Voilà. Bien sûr. Ce film, cette série documentaire, pour contester une histoire trop eurocentrée, en voici un extrait. Dès le début, les pères fondateurs avaient bien l'intention d'étendre le pays d'un océan à l'autre. L'offre de terre gratuite fut l'aimant qui attira les colons européens. Ce genre particulier de colonialisme s'appelle colonialisme de peuplement. Et en tant que système, il exige de la violence. Il exige l'élimination des habitants d'origine et leur remplacement par des colons européens. Voilà un extrait d'Exterminer toutes ces brutes qui est déjà visible sur le site d'Arte TV. Raoul Peck, on va évoquer avec vous et avec Nadia le génocide des Amérindiens, puisqu'il fallait bien les tuer pour coloniser le continent américain, et une initiative de Joe Biden, Columbus Day. Exactement, c'est quelque chose qui est en train de se passer quand même en ce moment aux États-Unis, qui se confronte enfin et timidement à ce qui a été infligé aux Amérindiens. C'est une évolution donc, qui s'est incarnée par cette décision absolument historique. Pour la première fois, un président américain, Joe Biden, en l'occurrence, a fait du 2e lundi d'octobre bien connu le jour national, la journée nationale des peuples autochtones habituellement, et ce depuis le 19e siècle, je crois. Cette date servait à commémorer la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, je ferme les guillemets, un Columbus Day qui était abondamment critiqué pour les raisons qu'on imagine. Et en octobre dernier, Joe Biden a fait ce choix donc de commémorer ce même jour, je cite, la contribution inestimable et la résilience des peuples autochtones. Est-ce à dire qu'on sort d'une forme de déni aux États-Unis? Est-ce qu'il y a encore quand même malgré tout du travail à faire sur ces silences que vous évoquez? Il y a beaucoup de travail à faire. C'est un premier pas. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs avaient déjà relevé le fait. Michel Trouillot, une bonne partie de son livre, c'est dénoncer cette histoire de colons. D'ailleurs, aussi bien les Italiens que les Irlandais se réclamaient de colons en Haïti, et aux États-Unis. Et en fait, c'est une institution qui s'est mise en place pour des raisons commerciales au départ. Donc oui, c'est un début, mais il y a d'ailleurs la nomination d'une chef amérindienne au ministère de l'Intérieur. Il y a beaucoup de choses positives. Mais le problème, c'est que ni les lois, ni les prises de conscience de certains ne suffisent, puisqu'il faut que ça atterrisse. Il faut quoi? Il faut des réparations aussi? Les réparations, bien entendu. Concrètes, matérielles. On peut se disputer sur la forme. Mais moi, je dis avant toute réparation, puisque la réparation implique qu'on s'assit autour d'une table sur ce qui s'est et passé. on réfléchit sur de quelle histoire on parle, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comme ce qu'a fait les Sud-Africains à la fin de l'apartheid. Il faut qu'il y ait un dialogue. Raoul Peck, vous êtes né en Haïti, vous avez grandi en Haïti, vous avez bourlingué à travers le monde et puis vous êtes revenu au pays natal, vous avez été ministre de la Culture, mais ça c'est une autre histoire. Votre pays, ministre de la Culture en 95, je crois, pendant 2 ans, jusqu'à ce que le président Aristide devienne un autocrate. Votre pays traverse une crise épouvantable, semble-t-il, on en parle peu. Oui, actuellement, on a subi près de 3 ans de bataille
le pays est à bout. Nous n'avons pratiquement aucun élu sur toute l'étendue de la République, aucun maire, tous les maires ont été nommés. Les 2 derniers présidents n'ont jamais fait les élections lorsqu'ils devaient les faire. Et ces 2 présidents ont été largement soutenus par l'international, donc la France, le Canada et un certain nombre d'autres pays, et l'Amérique, bien entendu. Et à chaque fois, ils ne font pas le constat qu'il faut arrêter de s'immiscer comme ça dans l'histoire des pays. Donc là, la société civile a réussi, dans un long travail de 8 mois auquel j'ai eu la chance de participer, qui a désigné une procédure légitime pour pouvoir désigner un nouveau président et un nouveau Premier ministre. Mais devinez qui, en même temps, font une conférence au Canada, le même petit groupe, qui veulent encore insister que c'est à eux de mettre qui va diriger Haïti, ce qui est absolument inacceptable. Dramatique pour les populations. Oui. Pour la population. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté parler de démocratie et vouloir que nous ayons une sorte de démocratie de bout de ficelle. C'est inacceptable. Merci Raoul Peck d'être venu sur le plateau de Merci 28 minutes. Je renvoie donc à Exterminer toutes ces brutes, série documentaire. Il faut regarder, ça dure 4 heures et c'est diffusé sur Arte TV et mardi prochain, le 1er février, sur l'antenne. Moi, je me dis toujours, s'il n'y avait pas l'art, les Haïtiens auraient disjoncté déjà. Les Haïtiens ont toujours trouvé un échappatoire et c'est à travers l'art. C'est une source intarissable. C'est grâce à l'art que l'Haïtien peut tenir. Alors, je m'appelle Sandra Dessalines, je suis haïtienne et je vis au Pays Basque depuis 22 ans bientôt. Et je suis artiste peintre plasticienne et je travaille essentiellement le papier mâché. Et d'où je raconte l'histoire de Haïti. J'avais déjà une sensibilité pour l'art et mes parents, c'était la pire nouvelle pour mes parents parce qu'une femme artiste en Haïti, il n'y avait pas d'avenir. Alors ils ont tout fait pour que je puisse m'orienter dans un autre domaine. Alors je les ai écoutés évidemment et j'ai fait une étude d'ingénieur agronome et j'ai pu terminer mes études à Toulouse, à l'ENSAT. Et en fait, je les écoutais, je répétais toujours le même discours. Artiste, c'est monde fou, c'est rêveur, ils ne savent rien, et voilà. Et en fait, j'ai eu le déclic en 2010, après le tremblement de terre qui est passé en Haïti. Je me suis dit, Sandra, arrête de te mentir, sois toi-même, sois l'artiste que tu es vraiment. Et à travers mon talent, je me suis dit, je dois parler pour les autres, parler pour ceux qui sont partis, parler pour ceux qui ne peuvent pas parler et parler aussi de notre histoire, de notre identité en tant qu'Haïtiens. Au départ, je voulais vraiment parler pour les autres, mais en même temps, ça m'a permis de faire le chemin sur moi-même, de connaître vraiment mon identité et aussi de voir comment on est beau. On a notre place aussi dans les gestuels. Par exemple, vous regardez la façon, le regard, l'intensité du regard. On n'a pas besoin de mots pour communiquer. Rien que le regard, la position, le gestuel, tout se dit. Et c'est un cheminement en fait. C'est un parcours vers notre identité. Moi, je l'ai fait et à travers mon travail, j'invite les gens à venir faire face vraiment à leur réalité et à s'accepter en tant que Noirs, Haïtiens et Première République à dire non à l'esclavage. Alors, cet homme, je l'ai appelé Siméon. Je me suis dit, mais on parle de Toussaint Dessalines, on connaît, on a fait le tour.
On a parlé du bien, du mal, on a façonné une personnalité qui peut ne pas être vraie. C'est suivant l'historien qui en parle. Moi, je dis, derrière tous ces grands personnages, il y a eu d'autres personnes. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je parle pour ces anonymes qui ont contribué aussi à la démarche vers la liberté. Quand je fais ces personnages, et c'est un cheminement en fait. Et quand j'expose, ça continue, mon travail continue à travers le regard des gens. Les gens ne sont jamais indifférents devant mon travail. Soit il y a eu un rejet. Pour moi, le rejet, ce n'est pas négatif parce que c'est une émotion. Les gens sont souvent intimidés, attirés. Et pour moi, le travail continue même au-delà de la réalisation parce qu'à l'exposition, on voit vraiment le sentiment des gens. Je fais ces personnages-là qui me ressemblent, mais les sentiments vont au-delà du format que la société nous donne. Les sentiments parlent, c'est universel. Il n'y a pas que pour les gens qui se ressemblent, mais c'est universel. Tous les gens se retrouvent dans mes personnages. Il y a une émotion qui se dégage et j'arrive à communiquer ça. Et pour moi, c'est la plus grande des récompenses. Mais en fait, le rôle de l'artiste, c'est de remuer un petit peu les émotions enfuies de celui qui est face à l'œuvre. Et en fait, pour moi, c'est une mission accomplie parce que ça remue beaucoup. Et en fait, il ne faut pas trop penser que c'est effrayant. En fait, ce n'est pas le personnage qui est effrayant, c'est vos sentiments qui sont effrayants. Et ça arrive à les faire submerger, c'est un déclic et il faut aller à l'intérieur de soi pour savoir pourquoi cette émotion ressurgisse en fait. C'est un questionnement. C'est un homme, je représente Timéon en tant qu'un homme qui a été mis en captivité et qui demande à être libre, à être considéré comme un être humain à part entière. Je pense que cette soif de liberté, cette soif d'appartenance est universelle. Notre histoire est peut-être particulière, mais il y a d'autres pays qui ont subi des histoires de servitude, d'oppression. Et je pense que le premier instinct de l'être humain, c'est de fuir et d'aller rechercher et de revendiquer. Voilà, je crois que c'est universel. Il n'y a pas d'identification ou de cloisonnement à une telle catégorie. Je crois que l'histoire de Haïti est universelle. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que les Haïtiens doivent se rendre compte que notre histoire, elle est universelle et que c'est une soif de liberté et que tout homme cherche cette liberté. Moi, j'ai fait des expositions sur le marronnage parce qu'il y avait un journal où les colons qui avaient perdu des esclaves, où les esclaves étaient en fuite, ils pouvaient aller mettre des avis de recherche. Et j'ai identifié ces avis-là que j'ai trouvés dans un livre et j'ai identifié ces gens-là et j'ai fait des têtes. Mais on peut identifier ces gens-là avec des gens d'actuels, de notre période. Parce que ma mère, quand je finis un œuvre, elle dit toujours « Ah, elle ressemble à un tel ». C'est pour ça que je l'ai appelée Siméon. Elle dit « Ah, elle ressemble à Siméon, hein? Il ressemble à Siméon ». C'est un voisin, en fait. En fait, il dit « Mais il ressemble au voisin ». Et voilà, que je ne connaissais pas, mais je rigole. C'est toujours ma mère qui vient, qui identifie les gens et qui donne un nom. Mais c'est rigolo parce que c'est des gens de notre période, quoi.
Moi, je me dis toujours, s'il n'y avait pas l'art, les Haïtiens auraient disjoncté déjà. Les Haïtiens ont toujours trouvé un échappatoire et c'est à travers l'art. C'est ça qui fait que l'art haïtien est très productif. Et on en puise, c'est une source intarissable. C'est grâce à l'art que l'haïtien peut tenir. On devient inventif parce qu'on fait passer notre souffrance à travers ça. Et les gens, quand ils regardent ça, ils sont toujours émerveillés parce qu'on arrive à maintenir ça, c'est comme un passage. Ça permet de transmettre, de communiquer et ce qu'on vit vraiment. Et il faut le vivre pour le croire, parce que moi, mon déclic, je l'ai eu à partir du tremblement de terre, après le tremblement de terre. C'était un choc, c'était un traumatisme. Et j'ai pu avoir le déclic pour aller vers l'art, pour pouvoir communiquer ce que je ressens. Vous voyez, l'art, c'est vraiment indispensable pour les Haïtiens. Il fait partie de l'âme haïtienne. Vous savez, pour moi, le public, c'est le visage de l'amour. Je crois que chaque fois que je monte sur une scène, je vais à un rendez-vous d'amour. Et qu'à ce moment-là, il n'y a ni chanson, ni chanteuse, ni public. Il y a tout simplement, c'est une communion, c'est un acte d'amour. Quand vous étiez une petite fille en Égypte, est-ce que vous chantiez déjà? C'est-à-dire, je chantais, oui, parce que j'avais très peur. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais toujours peur du noir, et quand on m'envoyait en bas dans la cave chercher quelque chose, pour me donner du courage, je me mettais à chanter. Est-ce que vous êtes d'accord que vous cherchez quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je cherche quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'amour. Je cherche le vrai amour. Je voulais toujours être une artiste. Je ne savais pas exactement quoi, mais actrice de cinéma ou de théâtre, ou chanter, mais je voulais être quelqu'un, voilà. Il y avait une force en moi qui me poussait à faire quelque chose dans le spectacle. J'ai toujours rêvé de faire une carrière artistique ici à Paris. Je suis partie de là-bas avec 20 000 francs dans ma poche. Et je pensais que Paris, c'était vraiment la ville que si on réussissait à Paris, on réussissait partout. Ce soir-là qu'il est venu t'entendre, Lucien Maurice, et qu'il a dit, tiens, voilà une fille qui a de la personnalité. Mais, enfin, je sais pas, mais il a dû le penser. Qu'est-ce que tu chantais ce soir-là? Eh bien, ce soir-là, je chantais une chanson qui était un grand succès à l'époque. Elle s'appelait « Étrangère au paradis ». Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même.
Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Quand j'ai eu mon drame en 1967, tout le monde a cru que c'était le mal de vedette, que je m'étais suicidée pour ça. C'était absolument pas vrai, parce que la carrière allait très bien, mais c'était simplement par amour. Donc je trouve que ça a pris des proportions parce que j'étais une vedette, mais je crois que le suicide, c'est ni un acte de courage, ni un acte de lâcheté, ni un acte héroïque. C'est simplement une maladie et que tout le monde peut être malade, pas seulement une vedette. C'est une Dalida qu'on ne connaît pas du tout, c'est une tragédienne. C'est une Dalida complètement différente, mais je l'ai acceptée à cause de cela. Le rôle, c'était un rôle de tragédienne, c'était un peu ingrat, j'ai fait beaucoup de concessions, mais finalement, c'est un rôle vrai de comédienne, c'est un rôle de composition. Aimé Césaire, vous considérez-vous comme un poète africain ou comme un poète français? Et si j'étais tout bêtement un poète antillais? Après tout, c'est cela les Antilles. Les Antilles, c'est l'Afrique plus la France. Par exemple, quand j'ai été à Saint-Louis, du Sénégal, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais aux Antilles parce que je retrouvais là précisément la double composante, la composante France et puis la composante Afrique. Durant les années qui précédèrent la dernière guerre avec Senghor notamment, vous avez lancé le mouvement de la négritude. Que faut-il entendre par négritude? Oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Fanon, lui, doutait que les vocations de contrées lointaines, nègres, puissent améliorer ici le sort des enfants, des ouvriers. De contrées lointaines, non, elles ne sont pas si lointaines. Il s'agit de renouer avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de resituer l'homme noir dans l'histoire. Et dès que l'on définit ainsi la négritude, on s'aperçoit que cela peut peser sur la réalité. Après tout, c'est l'histoire qui fait la conscience. Mais dialectiquement, la conscience pèse aussi sur l'histoire.
Et la négritude, dans la mesure où elle pèse sur la conscience et essaye de forger à l'homme noir une condition nouvelle, a une influence très certaine sur l'histoire de tous les jours, sur l'histoire moderne de l'homme noir. Mais est-ce que l'évocation de l'Afrique signifie le rejet de l'Occident? Certainement pas. Si j'avais à définir la négritude, à l'analyser plus exactement, je dirais que la négritude, c'est bien sûr un effort pour essayer de défendre et d'illustrer le génie africain, mais aussi une composante à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est que ce mouvement de la négritude a pris naissance au contact de l'humanisme européen. On peut dire que l'humanisme européen est un des éléments de la négritude. Mais vous-même, vous sentez-vous plus proche d'un poète nigérien, par exemple, que d'un poète français comme Breton? Oui, c'est une question un petit peu délicate, mais je répondrai très facilement en disant ceci. Après tout, je collabore à une revue qui s'appelle, et je milite au sein d'une revue et qui s'appelle Présence africaine, et je n'écris pas dans les lettres françaises. Par conséquent, ça signifie que je me sens véritablement à ma place dans ce milieu d'intellectuels noirs qui appartiennent à la revue Présence africaine. Par conséquent, bien sûr, tous les hommes sont près de tous les hommes, mais enfin, je me sens parfaitement à ma place dans la revue Présence africaine, où il y a côte à côte, collaborant ensemble, des hommes qui sont des Antillais, des hommes qui sont des Sénégalais, et qui sont des Guinéens, et même des hommes appartenant à l'Afrique anglophone. Ne pensez-vous pas que par rapport aux générations montantes des écrivains noirs, vous-même et Senghor ne paraissiez trop occidentalisés? Il est vraisemblable que nous appartenons à une génération de transition. C'est tout à fait vraisemblable. Mais enfin, ça ne nous effraie pas. D'abord, c'est parce que c'est la condition même de l'homme que d'être dépassé. Nous souhaitons fort être dépassés. Et nous-mêmes, nous avons préparé ce dépassement. Mais ça signifie simplement que nous sommes situés dans l'histoire, à notre place, à notre juste place, à une place qui ne dépend pas de nous, ainsi vont les choses. Mais nous considérons que le message que nous aurons délivré, quelles que soient les péripéties ultérieures, ce message gardera sa valeur et sa raison d'être. Dans certaines de vos œuvres, vous avez marqué un retour au folklore antillais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poussé l'expérience jusqu'au bout et écrit en créole? Vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas du tout créolisant. Pas du tout créolisant pour plusieurs raisons. Et c'est que peut-être j'ai très fort le sentiment de l'infirmité de cette langue qui s'appelle le créole, qui me paraît vraiment une petite langue régionale, d'une portée extrêmement limitée, non pas du tout que je la méprise, mais enfin pour en faire un instrument valable, il aurait fallu faire sur cette langue un effort aussi prodigieux que celui que les gens de la Pléiade ou les hommes du XVIe siècle ont fait sous le français, et pour en faire un instrument valable et utilisable. Est-ce que vraiment en 1962 cela en vaut la peine? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr, et je vois que même en Haïti le problème se pose, et pourtant Haïti a une population plus considérable que la nôtre. Les intellectuels haïtiens ont été confrontés par un problème assez douloureux. Devait-il écrire en français? Devait-il écrire en créole? Et je ne sache pas que la majorité ait écrit et choisi le créole. Le créole parce que c'est une langue, encore une fois, d'une influence extrêmement limitée. Choisir le créole, c'est un peu se couper du reste du monde. Senghor est chef d'État, vous-même êtes député-maire. Ce goût de l'engagement politique, est-ce qu'il se retrouve chez les jeunes écrivains? Je le crois. Et ce goût de l'engagement subsistera tant que subsistera la condition coloniale. Avez-vous remarqué que ce n'est pas du tout propre ou au Sénégal ou à la Martinique? Dans tous les pays coloniaux, l'intellectuel
a cru devoir et s'est senti obligé de prendre parti. Et l'intellectuel est un homme politique. C'est une des caractéristiques des pays coloniaux et des pays sous-développés. Sartre a dit « Ce n'est pas par hasard que les chantres les plus ardents de la négritude sont en même temps des marxistes-léninistes. » Il pensait à vous, à Jacques Roumain, à Nicolas Guillen. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer cette pensée, cette parole de Sartre? Je ne pose pas le problème exactement dans les mêmes termes, mais je trouve effectivement que je suis marxiste de formation. Je n'appartiens pas à une école stricto sensu, mais enfin, ça a été ma formation. Certainement, je suis marxiste, mais je crois que l'essentiel, c'est pas tellement d'être marxiste, que d'être lié à son peuple et d'être soudé à son peuple. Par-delà les étiquettes d'école, je crois c'est cela la condition essentielle d'une créativité quelconque. Dans votre discours sur le colonialisme, vous avez dénoncé le racisme blanc. Ne croyez-vous pas qu'un autre racisme est en train de naître aujourd'hui, un racisme noir? Oui, on l'a beaucoup dit, mais vraiment je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, voyez-vous, parfois on a dit dans les meilleures intentions du monde, par exemple Sartre a défini la négritude un racisme antiraciste. Et même ainsi défini, je n'accepte pas. Je ne suis pas raciste, Senghor n'est pas raciste, Alioune Diop n'est pas raciste. Nous voulons l'épanouissement de l'homme noir, mais n'oubliez pas que une des traditions les plus africaines et les plus authentiquement africaines, c'est précisément l'humanisme. Autrement dit, être raciste, c'est être infidèle à la négritude.